Je suis né en 1938 dans une petite oasis du sud de l'Algérie. Pratiquement toutes les maisons avaient des briques en terre crue, les palmiers qui dépassent ici ou là, le minaret qui préside à tout ça. Et c'est dans ce lieu que je suis né, d'une mère que j'ai malheureusement est morte sans que je la connaisse vraiment. Et même à une époque où il n'y a même pas une photo, c'est-à-dire que j'ai rien à quoi me raccrocher pour dire ah voilà, elle ressemblait à ça, rien du tout. Ça a été le premier traumatisme, évidemment. Puis d'un père dont le métier était forgeron, mais en même temps il était musicien et poète. Et ce petit lieu tranquille respirait vraiment une espèce d'éternité. Le meilleur souvenir que je puisse avoir, c'est que si je ferme les yeux, c'est quand il y avait des tempêtes de sable. Je me lovais avec ma djellaba au pied du palmier et je pouvais rester des heures à écouter le vent. Cette maigre végétation chahutée, c'est comme si elle dansait et elle chantait en même temps et m'entraînait dans un songe profondément heureux, comme si le temps s'était arrêté. Et voici Kenadza, tête de ligne du Méditerranée-Niger. Kenadza qui commande le bassin houiller du Haut-Guir, dont la production peut suffire à toute l'Afrique du Nord. Ah, vous avez trouvé, c'est incroyable, vous avez trouvé des... Découvert en 1905 Ça alors? et dont l'exploitation, commencée pendant la guerre de 1914 par les chemins de fer algériens, n'a pu être sérieusement menée que depuis 1940. Nous étions dans un pays colonisé par la France et les Français explorant les richesses du pays, minérales en particulier, découvrent de la houille. Et il faut donc exploiter cette houille, ce charbon. Et à ce moment-là, on a recours à la main-d'œuvre locale. Et il y a eu un grand chamboulement dans notre mode d'existence parce que les gens sont allés se faire embaucher à la mine. Ici, pas de puits. L'exploitation se fait par plan incliné et taille chassante. Les galeries s'enfoncent seulement de quelques mètres mais atteignent parfois 600 mètres de long. Les ouvriers, tous musulmans, bénéficient des mêmes conditions de travail que les mineurs européens. Mon père s'est trouvé dans l'incapacité à subvenir aux besoins de sa famille en tant que forgeron. Et donc il a été obligé, lui aussi, donc de s'inféoder et Moi je pense que je suis marqué par tout ça. Je vivais ça comme un asservissement parce que mon père qui était dans une certaine noblesse simple se retrouve en quelque sorte dans l'asservissement. Et je voyais mon père revenir le soir couvert de poussière de charbon. C'est comme si vraiment il avait perdu, on lui avait fait perdre sa dignité. Et c'est peut-être l'une des choses qui a peut-être été pour quelque chose dans mon contentieux avec la modernité. Voyant la réalité, la modification, l'arrivée du monde moderne, il a été amené à me confier par amour, pour que je puisse n'être pas perdu dans le monde nouveau, donc un couple un ingénieur et une institutrice français, sans enfants, venant donc travailler dans le pays, et je me suis retrouvé dans cette double culture. C'est vrai que je passais d'un enfant qui courait à pieds nus dans la poussière avec une simple gandoura et probablement peut-être la morve-au-nez, je ne sais pas, enfin, au monde moderne avec les brosses à dents et de l'islam au christianisme. Et ma grand-mère lui a carrément fait la guerre, si on peut dire, pour essayer de le dissuader absolument de me confier à des Européens qui étaient aussi, pour elle, des ennemis de Dieu. Donc c'était pas très simple, mais mon père a tenu le coup. Il m'expliquait qu'il fallait que j'aille m'instruire pour devenir quelqu'un, sinon si je ne suis pas instruit, je serai pas grand-chose, je serai un simple mineur au fond d'un trou, etc. Et j'ai toujours été très très touché par son intention. Même si cette intention-là m'a évidemment beaucoup fait souffrir.
Mon père ingénieur a été muté à Oran et donc il y avait à peu près 750-800 km à faire entre Kenazza et Oran. J'ai continué donc à faire les allers-retours jusqu'au moment où mes retours au village, à l'oasis, se sont raréfiés. Et je me suis mis à m'intéresser à la Bible, à l'Évangile, etc. Et un jour, j'ai demandé le baptême. Et je suis devenu donc un pilier de la cathédrale d'Oran, où j'allais servir la messe à l'évêque lui-même. Et j'étais le petit prototype formidable d'enfant de l'islam converti au christianisme. Au moment de ma conversion, j'ai choisi le prénom de Pierre. C'était le premier disciple de Jésus. Et la deuxième chose, l'aspect un peu fondement, la pierre, le fondement, etc., me plaisait assez. J'avais déjà 16-17 ans peut-être. Et retourner chez moi et dire maintenant j'ai adopté la religion chrétienne était totalement inconcevable. Donc je ne suis plus retourné dans ma famille traditionnelle. C'est à partir de là qu'on se pose la question, mais finalement dans tout ça, mais moi, qui suis-je? Qui suis-je? Et à l'heure actuelle, je ne suis ni musulman ni chrétien, et j'ai gardé, en moi probablement les valeurs de l'une et de l'autre. C'est ce qui est très significatif d'ailleurs dans l'aventure humaine, c'est en fait de retrouver l'universalité. Quand on est comme ça bâtardisé, notre conscience est constamment interpellée, et cette interpellation de la conscience nous fait aller de plus en plus vers l'humanisme et nous fait bien comprendre la nécessité finalement de l'unité de l'humanité. Dans cette situation-là aussi, je ne pouvais absolument pas prendre parti, quoi. Je ne pouvais pas être pour les uns ou pour les autres. Donc parfois j'étais considéré comme un traître parce que je prenais pas le parti des Félagas, le parti des révolutionnaires, ayant une certaine distance par rapport à la violence, quelle que soit sa nature et quels que soient ses alibis. Dans cet état de tension extrême, mon père adoptif était un gaulliste inconditionnel, et un jour je fais une petite remarque très anodine. J'entends le maréchal Juin. Bon, moi, dans mon imaginaire, un maréchal, ça devait avoir une grosse voix, enfin, etc. Puis il avait une voix un peu presque féminine. Et donc, à ce moment-là, je fais cette remarque, et mon père, sur une pulsion comme ça, disons, irrationnelle, je suis mis à la porte. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé exclu de mes deux appartenances. Donc on est au-delà de l'exil, là. C'est-à-dire qu'on n'a pas de recours. J'ai pris un billet sur un paquebot, je ne me rappelle plus lequel. Je ne laissais aucun bien derrière moi, je ne laissais rien de particulier, je laissais simplement une partie de mon histoire. J'étais dans une forme de dénuement, donc j'avance, mais les ponts se rompent derrière moi. Et puis, comme tous ces immigrés, j'ai traversé la Méditerranée jusqu'à Marseille, et puis de Marseille, le train jusqu'à Paris. C'est-à-dire que j'étais dans la situation de non-retour. J'arrive à Paris, ma sœur m'avait donné l'adresse d'une directrice d'une école d'infirmières qui avait exercé auparavant en Algérie, et je vais voir cette dame qui effectivement me prend un peu en charge et essaye de m'orienter sur une entreprise, Someca, à Puteaux, dans un département de magasin de pièces de rechange dans lequel je suis devenu magasinier. Je trouve que c'est pas une vie pour moi. Tout le monde le soir il rentre chez soi, il a une femme, mais nous là on rentre, on mange, on travaille comme, je sais pas moi. Puis ce qui nous manque c'est la vie. La question de travail, on travaille, mais il manque la vie. Je deviens ce qu'on appelle un OS, ouvrier spécialisé. Et vous savez, on vous dit ouvrier spécialisé pour ne pas vous vexer. En fait, l'ouvrier spécialisé, c'est celui justement qui n'est spécialisé en rien. C'est l'homme à tout faire. Alors le PDG, quand il passait, c'est tout juste si on ne tombait pas évanoui.
Et puis il y avait les cadres supérieurs, les cadres moins supérieurs, etc., etc. Puis ça dégringolait dans les hiérarchies jusqu'à nous, OS. Mais nous, on avait quand même un avantage, c'est qu'on n'avait personne à vexer. Tout le monde pouvait nous vexer, mais nous, c'était fini, il n'y avait rien. Et donc, on était dans le système à travailler, les horaires, pointer, venir, etc. Et puis, je me suis dit, mais à quoi on joue de ça? C'est-à-dire que l'être humain est devenu une espèce de rouage d'un système qui lui pompe son énergie. Pourquoi faire? Pour enrichir quelques-uns et pour faire augmenter le PIB ou le PNB. Ce qui était proclamé, c'est que la modernité allait libérer l'être humain. Et je me suis amusé à faire l'itinéraire d'un être humain dans la modernité. Et qu'est-ce que je vois? De la maternelle à l'université, on est enfermé, ça s'appelle ça le bahut. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes, etc. Même pour s'amuser, on va en boîte. On y va comment? Dans sa caisse. Et il y a la boîte à vieux et la dernière boîte que je vous laisse deviner. Bon. Alors, voyant ce système-là, évidemment, je n'ai pas pu y souscrire. Je rencontre une jeune fille qui travaillait dans le même établissement, qui était dans d'autres aspirations, et nous décidons de quitter la ville pour aller à l'Ardèche, ceux qui connaissent, proche des Cévennes. C'est un peu ma mère qui a trouvé que ce garçon, il était quand même un peu exceptionnel, il parlait bien, il s'intéressait à des choses qui m'intéressaient aussi, la musique, le théâtre. Mais elle avait remarqué que ce garçon, quand même, il portait toujours la même chemise. Alors, comme ma mère, elle avait le cœur sur la main et qu'elle s'occupait de tous ceux qui pouvaient être dans le besoin, un jour, elle lui a proposé de laver sa chemise. J'ai surtout été impressionnée au départ par son attachement au christianisme. C'est ça qui m'a attachée à lui en quelque sorte. Il ne pouvait pas envisager qu'on entame une relation entre nous deux sans que je ne sois pas, que je ne devienne pas chrétienne en fait. Mais ça tombait très bien parce qu'il m'a parfaitement, je suis devenue chrétienne quoi. Ça a été une très belle période parce que Pierre s'est mis à me faire connaître les philosophes, les grands penseurs, etc. Le soir, après le travail, on allait dans un café, tu te rappelles? Oui. Et on étudiait Léon Blois. Et tout ça, ça a été, pour moi, c'était très très riche, c'était très nouveau. Et vraiment, j'étais très heureuse de ça. Il faut dire aussi que quand même ma famille n'était pas très chaude pour un mariage avec cet immigré. C'est allé aussi loin que de... Il n'y avait personne à notre mariage ici, de ma famille. Bah oui, un mariage boycotté. Même ma mère n'est pas venue non plus. Donc à partir du moment où on était vraiment décidés à vivre ensemble et même de nous marier, là nous avons pensé que c'était pas possible de continuer à vivre dans cette banlieue avec ce travail qui nous enfermait dans les bureaux ou un atelier, etc. Et c'est là où nous avons décidé de partir de la grande ville. Les gens demandaient, mais pourquoi diable voulez-vous vous installer dans un endroit comme celui-là? Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone. Le chemin était à peine praticable. Mais quand on a découvert ce lieu, ça a été le coup de foudre. Quand nous sommes arrivés en Ardèche, pour nous, c'était le bonheur. En quittant la ville, nous avons dit, heureux de partir en Ardèche, même s'il le faut, nous ne mangerons que des châtaignes, mais on y va.
aller chercher l'eau au puits, vivre avec la bougie. Ça représentait tout ce que nous voulions, quoi. J'étais dans l'enthousiasme et la gratitude d'avoir trouvé ce lieu. Tous ces amoncellements de pierres sont faits de l'épierrement, c'est-à-dire de gens qui, génération en génération, ont travaillé la terre et retiré les cailloux. On faisait des murs de clôture, on faisait des amoncellements pour pouvoir avoir un peu de terre à travailler. Avec certains paysans, on avait des relations très fraternelles, très chaleureuses. Notre singularité disparaissait. Et en même temps, comme nous recevions des stagiaires, des jeunes qui venaient travailler avec nous parce que après 68, beaucoup voulaient faire un peu comme nous, quoi. Donc on les accueillait. Le retour à la nature, un rêve caressé par beaucoup, réalisé par peu et réussi par quelques-uns seulement. En ce domaine, l'Ardèche semble être le département d'élection de ceux qui, fuyant la ville et le monde moderne, décident d'effectuer ce qu'il est convenu d'appeler le retour à la terre. Rochebesse, un hameau, presque une ruine, perdu quelque part en Ardèche, à plus de 1000 mètres. Abandonné depuis 10 ans par ses habitants descendus dans la vallée moins hostile, le hameau se mourait lentement. Alors, ils sont arrivés. Pierrot d'abord, de Grenoble, où il était ouvrier. Je crois qu'en fait, on a compris en ville, hein, on a dégusté quand même. Moi, j'y suis resté une vingtaine d'années. Travailler en usine, c'est pas forcément agréable. Travailler à la chaîne, c'est pas forcément agréable non plus. Ici, on s'y retrouve, on est bien. On est paysans dans l'âme, je pense aussi. Hein. Imaginez que des gens qui sont bien placés dans la société, qui ont acquis des diplômes, etc., des considérations, veuillent faire le retour à la terre, c'était quand même un symbole important finalement de la quête du bonheur, quoi, quelque part. Pour l'écriture, j'avais commencé à écrire du Sahara aux Cévennes, mais c'était en fait pas du tout dans l'objectif d'une publication. C'était une thérapeutique personnelle, psychologique, reprendre le fil des choses pour essayer de m'exorciser peut-être de ce que je portais en moi, de difficile, de douloureux. Et un petit éditeur de la région m'a dit « mais tu te rends pas compte, il faut le publier, etc. etc. » Je ne croyais pas vraiment à l'impact que ça pouvait avoir. Et puis il se trouve que bon, il a été bien reçu par le public. Et ensuite, je me suis rendu compte que du Sahara aux Cévennes, c'était plutôt narratif d'un itinéraire, mais que je n'avais pas exprimé en quelque sorte ce qui m'était le plus profondément intime. C'était l'aliénation de mon père. Et à partir de là, j'ai imaginé le deuxième livre sous forme de roman, qui pouvait me permettre finalement de dire des choses qui sont de l'ordre de l'intime. Et j'ai donc écrit Le Gardien du Feu. Au fur et à mesure que j'écrivais, c'était pas ridicule, les gens recevaient ça. Je me dis, pourquoi pas un troisième, pourquoi pas un quatrième, etc. Et du coup, je me suis installé petit à petit à dire, bon voilà, je vais utiliser l'écriture pas seulement pour des questions narratives, mais je vais l'utiliser aussi comme outil de propagation de ce que je ressens, des idées qui m'animent, l'agroécologie. C'est exactement comme ça que les choses se sont passées. Moi, j'ai été à l'université Pierre Rabhi, parce que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Dans la bibliothèque familiale, je me rappelle, il y avait Platon, il y avait Nietzsche, il y avait Krishnamurti. Voilà, moi, Krishnamurti, ça m'a beaucoup parlé. Et ça, c'est toi qui avais vraiment beaucoup de littérature de Krishnamurti. Et donc, on a souvent échangé comme ça sur des thèmes philosophiques. Appuyé contre la cuisinière, à deviser de cette manière-là. Moi, ça m'a enrichi énormément, hein, ça a beaucoup apporté dans ma réflexion. C'était très riche, en fait. Et en même temps, c'était pas la pensée unique de Pierre Rabhi, justement, parce que c'était enrichi de plein de visiteurs, de voyageurs, des chercheurs, oui. des gens qui faisaient de la politique. Enfin, c'est une maison, c'est vrai, qui était tout le temps habitée par
par cette réflexion omniprésente. Oui. Il y a eu aussi beaucoup de stagiaires qui sont venus du monde entier, parce qu'il y a eu des Africains, il y a eu chacun a amené sa culture, sa vision des choses, ses pratiques, ses savoir-faire. Donc pour nous, c'était une école de la vie aussi. Oui. Pour moi, l'écologie, c'est profondément une affaire d'humain. C'est pour ça que m'occuper des enfants, ça a énormément de sens. Et qu'on doit à l'enfant la même bienveillance, la même attention, la même gentillesse, la même tendresse qu'à la terre. Un être humain qui a des comportements irrespectueux vis-à-vis de lui-même, de son voisin ou de l'environnement, c'est d'abord parce qu'il n'a pas été respecté en tant qu'enfant. Donc c'est toutes ces valeurs qui s'incarnent et qui vont permettre à l'être de grandir, de se déployer tout à fait harmonieusement le plus possible, eh bien, va aussi transformer nos sociétés. L'école me paraît être la manufacture première d'un être humain adapté au modèle. On fabrique déjà un petit producteur-consommateur pour un système et une idéologie établie. Et moi j'étais très heureux que mes enfants protestent. Sophie se rapproche le plus possible de ce dont moi-même je rêvais un peu, les histoires d'oasis en tout lieu, la recréation de lieux sociaux réorganisés sur d'autres critères et d'autres valeurs. Le homme au début est celui qui s'approche le plus de la conception qu'on peut avoir de ce qu'on appelle l'oasis. En 81, je suis allé m'impliquer en Afrique parce que j'avais acquis suffisamment d'expérience en agroécologie pour prétendre que ça pouvait être transmis comme une solution importante pour la problématique de la faim dans le monde, la problématique des paysans enlisés, disons, dans une histoire difficile suite à la sécheresse, etc. Et puis petit à petit, il y a eu succès de la chose, tant au plan du gouvernement et des agents qu'il me confiait, qu'au plan des paysans que j'aimais vraiment profondément ces êtres. Je ne dis pas que ce sont des saints, mais enfin ce sont des êtres qui me touchent profondément, vraiment. Pour moi, la terre, elle est à la fois ma mère, puisqu'elle me nourrit, et elle ma fille, puisque je m'en occupe, j'en prends soin, et puis à la fois mon amante, quelque part, dans le sens où il y a une relation d'amour. Si la terre manque, ben, il n'y a plus de vie. Petit à petit, on a créé le terre-humanisme comme structure qui allait prendre le relais. Et puis, les structures se sont multipliées avec l'adhésion d'un nombre de plus important de personnes, parce qu'on ne peut pas porter ça tout seul. Alors, le fait que des gens adhèrent au message, à la philosophie, s'impliquent, et en s'impliquant, ça devient des gens qui sont porteurs, et ainsi se crée un réseau et des groupes porteurs de cette pensée. Parfois, il y a même des gens qui viennent en nous disant oh là là, la chance que vous avez d'avoir un père aussi extraordinaire, et c'est sans doute grâce à lui que vous êtes ce que vous êtes. Avoir un parent connu, je pense que c'est jamais simple. Hein. Des fois, tu partais 8 mois à Gorom, on ne te voyait pas pendant 8 mois. Moi, je me souviens que je pleurais dans mon lit, que c'était dur, ça, de sentir que mon papa, il était pris par des préoccupations qui étaient extérieures aux besoins de l'enfant que j'étais, parce que l'enfant, il aspire à avoir son papa et sa maman dans la maison. Enfin, j'ai imaginé un petit peu qu'il y avait une espèce que j'étais un peu absous par le fait même que ce que je faisais, c'était pas aller me promener pour me promener, mais que c'était pour essayer de contribuer au bien, quoi. Ouais, après, pour notre réalité d'enfant, le manque, c'est le manque. Mais évidemment, c'est plus facile. La pilule passait mieux du fait que c'était des actions positives et que c'était pas pour simplement pas par caprice. Parmi tous ce qu'il a créé, initié, il y a ce réseau, vous connaissez peut-être, ce Colibri, qui est vraiment une invitation aux citoyens à se mettre en avant, à marcher, à faire quelque chose,
à prendre leur destin en main. L'histoire dit qu'un jour, il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux étaient atterrés, découragés, ne pouvant plus bouger, etc. Et puis, par contre, il y a ce gracieux petit oiseau, le colibri, qui lui ne renonce pas. C'est-à-dire qu'il va prendre une goutte d'eau dans son bec, il vient la jeter sur le feu et il s'active, il s'active, il s'active. À un moment, le tatou, énervé, lui dit « Colibri, tu penses quand même pas que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Et donc le colibri le regarde droit dans les yeux et lui dit « Je le sais, mais je fais ma part. » Voilà. Les rumeurs et les nouvelles du monde nous révèlent chaque jour les souffrances et le désarroi de l'humanité. On ne sait pas où on va, mais on y va, disait Fournier. Plutôt que percevoir la planète Terre comme une magnifique oasis prometteuse de tout ce qui peut réjouir le corps, le cœur et l'esprit, nous l'avons ravalée à un gisement de ressources à épuiser jusqu'au dernier arbre, au dernier poisson, un champ d'égorgement, un hypermarché où les poisons détruisent la vie. Le temps de la vraie lucidité est venu. Un monde digne de l'intelligence est venu et nous pouvons le réaliser. C'est à cela que j'ai voué mon existence.